Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 10 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, Roche-Servière et Montaigu se rapprochent. Les deux communautés de communes vont fusionner. Une démarche encouragée par l'État et qui devrait se multiplier ces prochaines années avec l'adoption de la nouvelle loi sur l'organisation territoriale de la France. Un nombre de salariés passé de 3 000 à 5 500 en 10 ans, un chiffre d'affaires qui a doublé. Le groupe Atlantique connaît une croissance importante. Et pourtant, l'un des leaders du marché du chauffage électrique et du chauffe-eau cultive la discrétion. Il vient d'ouvrir les portes de son usine de La Roche-sur-Yon. Et puis le bac, les épreuves écrites débutent dans une semaine, mais il y a aussi des épreuves orales. Certains candidats font appel à un coach pour les aider à gérer leur stress et leur appréhension de passer devant un jury. La loi NOTRe a été adoptée en deuxième lecture au Sénat la semaine dernière. C'est la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la France. Elle vise à clarifier les compétences des nouvelles grandes régions, des départements, des intercommunalités et des communes. Elle prévoit notamment des communautés de communes plus grandes. Actuellement, la taille minimale, c'est 5 000 habitants. Demain, cette limite devrait passer à 20 000. Le texte définitif ne devrait pas être adopté avant la fin juillet. Mais en Vendée, certaines communautés de communes anticipent déjà cette mesure. C'est le cas de celles de Roche-Servière et de Montaigu. Elles ont décidé de fusionner. En 2017, cette nouvelle communauté de communes devrait regrouper près de 47 000 habitants. Explication Carl Laboureux. La communauté de communes de Roche-Servière, c'est un territoire regroupant quelques 13 000 habitants. Pas assez selon la loi NOTRe, d'où l'obligation pour elle d'initier une fusion avec une autre intercommunalité. La loi aujourd'hui fixe le seuil toujours à 20 000 habitants, même si ce seuil peut descendre demain. Même si elle descendait à 15 000 demain, nous oblige quand même à nous rapprocher d'une intercommunalité. Et donc le souhait, c'est de travailler sur le bassin de vie avec Terre de Montaigu. Un territoire qui, quant à lui, avec ses 35 000 habitants, n'aurait pas d'obligation de fusionner. Mais plutôt que d'attendre un redécoupage imposé, les deux communautés de communes préfèrent donc prendre leur destin en main. On ne va pas attendre que la loi nous oblige. On ne va pas attendre que le préfet dessine à notre place notre territoire. Et on a ressenti le besoin d'annoncer déjà ce que nous avions l'intention de faire. C'est-à-dire fusionner les deux communautés de communes pour n'en former qu'une. Déjà, des dossiers tels que la collecte des ordures ménagères ou encore la piscine sont gérés en commun. Dès le 1er juillet, les permis de construire des 16 communes seront instruits par un seul service. Bref, au-delà de l'obligation, ce mariage, c'est aussi officialiser un rapprochement initié il y a plusieurs années. Un mariage qui toutefois ne sera pas célébré tout de suite et sans doute pas avant le 1er janvier 2017. Date butoir prévue pour le moment dans le cadre de la loi NOTRe. Même si la loi nous obligeait à travailler ensemble au 1er janvier 2017, on aimerait aussi disposer peut-être d'un peu plus longtemps pour commencer et pour continuer le travail ensemble. On est aujourd'hui en juin 2015, c'est-à-dire que dans 1 an et demi, nous sommes mariés. Voilà. Donc c'est pas trop, hein. Franchement. Voilà. D'ailleurs, très honnêtement, tout ne sera pas réglé. Toutes les questions techniques ne sont pas réglées. Voilà. Une fusion qui peut d'ailleurs encore évoluer d'ici janvier 2017, car au sein même des deux communautés de communes, des projets de création de communes nouvelles sont en cours. Et puis autour, d'autres intercommunalités qui n'ont pas la population nécessaire pourraient elles aussi être tentées par un rapprochement. Et ces projets de fusion de communautés de communes pourraient se multiplier ces prochaines années si le seuil minimum des 20 000 habitants est adopté. Actuellement, dans le département, il y a 29 communautés de communes, vous le voyez sur cette carte, et elles sont seulement 12 à regrouper plus de 20 000 habitants. Les 17 plus petites communautés de communes pourraient donc être contraintes de se regrouper. À noter que la loi prévoit des exceptions pour des territoires spécifiques comme l'Île-Dieu. Elle n'appartient aujourd'hui à aucune communauté de communes. Alors on a parlé des intercommunalités, mais les communes réfléchissent elles aussi à fusionner. Le projet le plus important, c'est celui qui concerne les Sables, le Château et Olonne-sur-Mer. Un rapprochement est également en cours entre Le Poiré-sur-Veluire et Veluire. Il y a actuellement une dizaine de projets de fusion de communes en cours dans le département. Les maires sont encouragés par l'État, comme nous l'explique le préfet de Vendée. L'État, évidemment, voit d'un bon œil ces rapprochements, mais ne souhaite pas que ce soit des démarches qui soient contraintes. Il faut que la réflexion soit construite, il faut que la population adhère aussi au projet, et c'est la responsabilité des élus
et pas celle de l'État, de faire avancer ces démarches, de les nourrir d'une réflexion profonde et de faire en sorte qu'on s'inscrive dans le temps pour durer, parce que ce sont des coopérations qui vont mettre en œuvre des compétences de développement économique, d'aménagement du territoire, et donc cette réflexion doit pouvoir se faire de façon ouverte et documentée. La fermeture d'une classe à l'école de Bournezeau se confirme, on vous en parlait hier. Malgré la mobilisation des parents, l'école fait toujours partie de la liste des établissements qui perdraient une classe à la rentrée prochaine. Une nouvelle réunion a eu lieu pour ajuster les ouvertures et les fermetures en fonction du nombre d'élèves attendus en septembre. Désormais, ce sont 10 classes qui fermeraient. À la liste déjà établie en avril s'ajoute la maternelle Clémenceau des Sables-d'Olonne et l'école de Venanzo. Et puis, 13 classes pourraient fermer si le nombre d'élèves est insuffisant. Cela concerne, vous le voyez, l'école maternelle Chantefleur de Mortagne, Pagnol de La Roche-sur-Yon ou les écoles primaires de Notre-Dame-de-Riez ou de Grosbreuil. Les syndicats d'enseignants réagissent. Ils ont rejeté à l'unanimité ce projet de carte scolaire présenté hier. Écoutez le représentant du SNUIP-PFSU. Il espère faire infléchir la position de la direction académique sur la vingtaine de classes encore en sursis. Elle n'a fait la décision que sur 5 écoles, en prenant 2 mesures de fermeture et 3 mesures d'ouverture. Maintenant, pour tout l'été, les autres décisions, c'est-à-dire que soit elle ne ferme pas la classe, soit elle n'ouvre pas la classe, alors que de notre côté, nous avions constaté une augmentation des effectifs. Et vu le manque de moyens, puisqu'elle ne dispose que de 13 postes pour faire la rentrée prochaine, elle n'a pas pris ces décisions en espérant peut-être de voir les effectifs à la baisse pour la rentrée prochaine. Fin de la grève chez Beneteau. Une partie des salariés du groupe nautique avait cessé le travail ce matin pour la 2e journée consécutive. L'ensemble des sites vendéens a été touché comme celui de Dompierre-sur-Yon, vous le voyez sur ces images. Les revendications portaient sur les salaires. Les salariés demandaient une revalorisation d'1,5%. Une augmentation finalement acceptée par la direction après une nouvelle réunion avec les syndicats aujourd'hui. La mission de Sylviane Bulteau sur le RSI se poursuit. La députée de Vendée s'est vue confier la rédaction d'un rapport sur le régime social des indépendants. Le RSI, c'est la sécurité sociale, principalement des commerçants et des artisans. Ce RSI connaît des dysfonctionnements depuis son lancement en 2006. Sylviane Bulteau a remis lundi un rapport d'étape à Manuel Valls avec 30 propositions pour améliorer notamment le dialogue entre les artisans et commerçants et le RSI. Écoutez Sylviane Bulteau. On a demandé à ce que ça se mette en place rapidement, que ce soit des médiateurs externes, que ce ne soit pas des gens qui siègent au conseil d'administration des RSI, ni des salariés du RSI. Ce qu'on a demandé aussi, donc, c'est la réinternalisation des réponses téléphoniques. Ça, c'était déjà mis en route, donc il faut que ça se déploie rapidement d'ici le mois de juillet. Ce que nous avons demandé aussi, c'est que les courriers, la rédaction des courriers soit revue, que la communication soit meilleure pour que les gens comprennent ce qui est écrit dans les courriers. Le RSI, pendant toute notre mission, nous étions en contact avec eux et bien sûr, ces choses-là commencent aussi à se mettre en place tout de suite. Et la députée remettra un rapport définitif en septembre. Le rattachement du RSI à la sécurité sociale ou à la MSA va notamment être étudié. Ouvrons les portes maintenant d'une entreprise qui cultive la discrétion. Le groupe Atlantique, il est passé en 10 ans de 3 000 à 5 500 salariés. C'est le leader français sur le marché du chauffage électrique et du chauffe-eau. Une réussite familiale vendéenne. Les familles des 2 fondateurs font partie aujourd'hui, selon Challenge, des 100 plus grandes fortunes de France. Cette aventure a démarré dans les années 60 à La Roche-sur-Yon, lancée par 2 ingénieurs, Paul Rada et Pierre Lamour, au sein de l'entreprise S20. À 88 ans, Paul Rada continue à s'impliquer dans le groupe. Lorsqu'il lance Atlantique avec Pierre Lamour, il a une trentaine d'années. C'est alors le tout début des radiateurs électriques. Aujourd'hui, ils équipent 11 millions d'habitations, un tiers des logements en France. Et Atlantique est un groupe mondial avec désormais plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On n'imagine pas, c'est la passion, c'est tout. C'est pas réfléchi tout ça. C'est l'envie de créer quelque chose dans un métier qui vous plaît.
L'usine lyonnaise reste la plus importante du groupe avec 700 salariés. D'ici sort chaque année 1 million d'appareils de chauffage électrique et 400 000 chauffe-eau. Mais le groupe a désormais 18 sites dans le monde qui produisent des chaudières, des sèche-serviettes, des climatiseurs en Thaïlande, en Turquie, en Ukraine, en Égypte, sous les marques Thermo ou Sauter. L'étranger, c'est aujourd'hui 40% de l'activité du groupe. D'abord, on apprend des choses à l'étranger, on apprend d'autres choses à la fois en termes de produits, de technologie, de culture. Donc c'est enrichissant, oui, à tous égards. Et sur le plan... Maintenant, il ne faut pas y aller pour y aller. Ce n'est pas le fait de dire que c'est une panacée d'aller à l'étranger, que c'est mieux ailleurs. Atlantique donc se porte bien malgré la baisse de la construction neuve et les normes environnementales qui ont freiné le marché de l'électrique et favorisé les ventes de poêles à bois ou de chaudières au gaz. Le groupe mise sur les nouvelles technologies avec le lancement sur le marché cette année de radiateurs connectés, capables d'être pilotés à distance par smartphone ou tablette, des radiateurs 2.0. Il y a un détecteur de présence et de lumière, puisque quand vous êtes chez vous et que vous voulez dormir pendant la nuit, on ne va pas forcément vous envoyer une chaleur importante, donc il faut savoir si la personne est là et si c'est la nuit ou pas. On les appelle connectés aussi parce que maintenant nos produits, nos radiateurs, se parlent entre eux dans la maison, ils s'échangent des informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que la fenêtre est ouverte? Et pour accompagner ce développement technologique, Atlantique doit former les commerciaux et les installateurs de radiateurs ou de chauffe-eau. Le groupe possède à La Roche-sur-Yon son propre centre de formation. Toujours au chapitre économie, un mot de VM Matériaux. L'entreprise vendéenne, lancée en 1907 et basée à l'Herbergement, vient de changer de nom. Le groupe s'appelle désormais Erige, un nom qui prend place dans le cadre d'une nouvelle organisation de l'entreprise lancée il y a un an. Le groupe Erige, c'est 2700 salariés et 3 activités, la négoce de matériaux, le béton et la menuiserie industrielle. Comment donner confiance à des élèves en situation de handicap? Dans certaines écoles du département, cela passe par le sport. Cette année, une initiation à un jeu de ballon, le kinball, a été proposée à 4 classes. Ce sont ces classes spécialisées qui accueillent des enfants porteurs de handicap. Un sport collectif qui a permis de développer leur motricité et leur confiance. Ces enfants se sont rencontrés hier aux Essarts pour une journée sportive avec des élèves de classe ordinaire. Anne-Lise Vinet. On est prêt? Oui. C'est bon? Oui. Omnikin, jaune. Équipe bleue, jaune et verte s'affrontent dans un match de kinball. Une nouvelle discipline en vogue dont Marius a bien compris le principe. Une équipe rouge et l'autre, et les rouges, ils doivent attraper le ballon. Pour faire comprendre ce sport aux élèves porteurs de handicap, des ateliers simplifiés comme des relais et des tirs d'adresse ont été mis en place. Mais pour ces élèves, il reste difficile de se concentrer. C'est un public qui peut très vite s'éloigner de l'activité, aller dans un coin, s'éloigner des jeux. Du coup, il faut tout le temps les rappeler et répéter les choses parfois parce que c'est certains soucis de compréhension, répéter, ne pas hésiter à répéter. Dehors, les élèves découvrent des jeux traditionnels tels que le molki, le palais ou encore le lancer de comètes. Des sortes de marteaux que les élèves ont eux-mêmes fabriqués. Il faut du sable, une poche et puis du tissu et puis tu peux accrocher. Des activités sportives qui ont permis aux élèves porteurs de handicap de développer leur motricité, leur contrôle d'eux-mêmes et leur confiance en soi. Mais chacun réagit différemment face à la collectivité. J'ai trouvé un copain qui s'appelle Benjamin. J'ai pas de petit frère, non plus de petite sœur. Alors c'est difficile d'être avec les autres quand on joue à des activités. Sur cette première édition, 120 élèves de CLIS et classes ordinaires ont participé à cette rencontre sportive. La plage de Saint-Jean-de-Mont, transformée en terrain de rugby pendant 3 jours, la station balnéaire accueille l'Atlantique Vendée Beach Rugby. Près de 2000 joueurs sont attendus, ça débute demain, d'abord avec des enfants des écoles primaires. Et puis samedi, 600 licenciés venus de tout l'Ouest vont s'affronter sur le sable. Pas de mêlée, pas de plaquage, pas de jeu au pied, ce sont les règles du beach rugby. Écoutez le président du comité de rugby de Vendée qui organise cet événement. C'est fait pour faire connaître la Vendée, nos beaux sites naturels,
c'est fait pour faire connaître le rugby aussi en Vendée. Et c'est aussi pour tout ce qui est voyage, gastronomie. C'est une fête, c'est pas une compétition. Et c'est une fête de rugby ouverte à tout le monde. J-6 avant le début du bac, avant les premières épreuves écrites, avec notamment la philo, on vous en parlait hier soir. Mais le diplôme se passe aussi à l'oral, dès la classe de première pour le français, et puis ensuite pour les épreuves de langue et les rattrapages. Parler devant un jury, pas toujours évident, le stress peut vite prendre le dessus, alors certains candidats apprennent à le gérer avec l'aide d'un coach. Alex Lanos s'est invité à une séance. Et quelqu'un qui est bien dans sa peau dégage une attitude positive. Et les examinateurs sont influencés par ça. Tenue vestimentaire, façon de se tenir, Jean-Jacques, formateur de l'association À vrai dire, passe en revue les petits détails qui peuvent faire la différence face à un examinateur. L'attitude corporelle, la confiance en soi va influencer le jury. Et même, on va s'auto-influencer. Donc ils vont apprendre à avoir une respiration anti-trac, ils vont apprendre à se présenter d'une manière naturelle, normale, pondérée, sans partir un petit peu partout. Ils vont apprendre aussi à articuler. Le tout afin de mieux gérer son stress. Plus de 80% de la population se dit sujet au trac lors d'un examen oral. Et ce malgré des révisions et des acquis solides. C'est le cas d'Athéna. Comme beaucoup, elle perd ses moyens face à un jury et est venue chercher des conseils pour reprendre confiance en elle. Alors après la théorie, place à la pratique. Bonjour. 3 secondes, on a dit. Tu l'as refait ? Ok. Il nous donne des techniques, par exemple, pour se tenir devant un jury, il faut être les 2 pieds bien au sol, etc. C'est jusqu'à présent ce que je faisais pas. J'avais tendance à croiser les jambes ou à m'agiter un petit peu et j'ai compris que c'était pas la bonne attitude à adopter. Nina passe bientôt le bac de français. Très angoissée, elle aussi, elle va tenter de mettre en pratique les conseils théoriques du coach. Respirer par les poumons, respirer vraiment par le bas du ventre, je le faisais pas, donc je vais essayer. Stressés pour un examen, rien de plus normal, mais ces stagiaires, eux, ont choisi d'apprivoiser leurs difficultés. Bref, de faire de leur faiblesse une force. Bonjour, je m'appelle Patricia. Je viens de la Genetouse, je parle fort et pas de regret pour les candidats au bac, qu'ils pourront rester à réviser tranquillement à la maison. C'est une journée marquée par des orages qui s'annoncent demain, avec des éclaircies dans la matinée, des averses et quelques coups de tonnerre, principalement sur le littoral. Dans l'après-midi, ce risque orageux va se renforcer avec des ondées localement assez violentes et accompagnées de grêle. Les températures 15 à 17 degrés pour les minimales, 24 à 26 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous détaille les prévisions dans un instant. Nous, on se retrouve demain.